Bonjour et bienvenue dans cette matinale de Global Software. Je suis Milan Gérard, ingénieur support technique au sein de l'équipe Global à Paris. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une approche de modélisation 1D, 2D et 3D d'un RFM6 ou un compromis entre les différentes approches. Si vous avez des questions pendant la matinale, n'hésitez pas à les poser dans la zone dédiée de la plateforme GoToWebinar ou à nous envoyer directement à l'adresse info@global.fr. Au niveau du contenu de cette matinale, donc comme son nom l'indique, on verra tout d'abord la vérification d'une poudre, donc sur l'approche 1D. Ensuite, pour l'approche 2D, ce sera la vérification d'une dalle. Et enfin, l'approche 3D sera la vérification d'un bâtiment qui reprendra en fait les mêmes paramètres de poutre 1D et de dalle 2D pour pouvoir comparer les différentes approches entre elles justement. Donc on va passer directement à l'interface de RFM6 où on va créer un nouveau modèle. On va pouvoir passer par le menu fichier nouveau. Et dans les données de base, on va pouvoir indiquer le nom du modèle. Et ce qui va être important et ce qu'on va utiliser dans les 3 différentes approches, c'est la définition de modèle type. Ça va permettre de facilement utiliser ici dans le cas par exemple, je vais sélectionner le modèle type poutre béton armé, ce qui va me permettre d'utiliser les données de base directement pré-remplies et également des données dans l'interface que je vais vous montrer juste après. Donc là, déjà, si je regarde dans les données de base, j'ai directement la vérification du béton qui est activée. Dans l'onglet normes, j'ai du coup la référence à l'Eurocode 2 pour le béton et l'annexe nationale française qui est sélectionnée. Donc ça, les modèles types, ça va me permettre d'avoir les préconfigurations que j'utilise. Ensuite, lorsque je valide, j'ai donc l'interface qui s'ouvre et grâce à mon modèle type, j'ai également des données de modèle qui sont définies. Alors là, on voit ici directement une poutre sur 2 appuis, mais j'ai également des données de matériaux. J'ai plusieurs nuances de matériaux disponibles, plusieurs sections disponibles. Donc, j'ai juste à adapter ma section en fonction de chacun de mes projets. Donc ça, c'est pour les données de base. Et si je regarde sur la géométrie, ici, j'ai également utilisé dans les objets spéciaux un bloc. Donc ça me permet de ne pas modifier manuellement en décalant, en modifiant la référence du nœud. Je vais directement double-cliquer sur le bloc pour ouvrir sa boîte de dialogue et modifier facilement juste la longueur de référence, ici pour ma poutre 1D sur une travée. Je vais dans l'onglet structure, je peux modifier la longueur de référence et ça va mettre à jour dans le graphique. On le voit ici, la longueur. Au niveau de la section, je vais pouvoir également sélectionner une section. Alors la section qu'on va étudier dans le modèle 1D et le modèle 3D, ce sera la section de 25 par 50 cm. On a ici les appuis nodaux. Les charges, on peut également les définir. On va définir une charge permanente de 17,5 kN et en charge d'exploitation de 5,25. Alors là, les charges qui sont indiquées, elles sont indiquées manuellement. Il faut prendre en compte que dans l'approche 1D, forcément, la charge que vous indiquez sur votre poutre, c'est une charge que vous devez préalablement calculer. On verra l'avantage de l'approche 3D, c'est que vous n'avez pas besoin de calculer cette charge manuellement. Elle viendra directement des dalles en 2D qui vont transférer sur la poutre porteuse 1D. Donc, on retrouvera dans le modèle 3D cette valeur de 17,5 par exemple automatiquement. OK, lorsqu'on valide, on a directement dans l'interface les données qui sont mises à jour. C'est vraiment l'avantage des modèles types, c'est d'avoir cette interface très facile d'utilisation pour calculer les modèles. Au niveau des configurations d'armature, on va pouvoir double-cliquer sur la poutre. On a bien sûr l'enrobage qui est renseigné, on va le laisser par défaut. On a les armatures d'effort tranchant qu'ici, on peut définir. On va définir par exemple un diamètre de huître et demander à calculer automatiquement l'espacement des cadres d'armature entre 10 cm et 30 cm avec un pas de 5 cm.
Pareil pour les armatures longitudinales, on va définir des dispositions. Ici, on va choisir une disposition asymétrique. Ça va permettre de choisir un diamètre supérieur différent du diamètre inférieur. Donc ici, par exemple, pour le diamètre supérieur, on peut mettre 10 mm. DH10, ça va suffire puisqu'on a une poutre sur une travée appuyée aux deux côtés. C'est surtout en partie inférieure à mi-travée que le calcul d'armature va être important. Donc c'est pour ça qu'ici, dans le diamètre inférieur, je peux demander à calculer automatiquement pour laisser choisir le logiciel un diamètre entre 10 mm et 20 mm pour les armatures inf. On peut ajouter cependant ici 2 armatures par face latérale en HA10. Ok, donc on va se focaliser ici sur le dimensionnement des armatures inférieures. On a ensuite d'autres onglets, les configurations de calcul qu'on va laisser par défaut. Et pareil, les flèches qu'on va pas regarder, on va juste regarder un calcul ELU. Donc déjà, pour le LU, on va pouvoir lancer les résultats. Donc là, on a le poids propre, la charge d'exploitation. Et si on lance le calcul sur les ELU, on aura les résultats de déformation et d'effort interne. Avec ici 2 combinaisons, avec la charge permanente et permanente plus exploitation pondérée. Ici, on retrouve l'enveloppe des résultats avec les déformations. C'est les valeurs max et min pour les 2 combinaisons. Je peux afficher uniquement les valeurs max, par exemple, et j'ai ici la valeur de déformation. On peut également afficher les déformations de façon colorée. Il suffit de sélectionner ici dans déformation, section colorée. Voilà. Et en activant, par exemple, ici l'animation, ça permet d'avoir un visuel très clair sur l'état de déformé de comportement de notre projet. Donc sur des modèles 3D, c'est beaucoup plus parlant. Ok, on va désactiver ici. Ce qui nous intéresse, c'est les efforts internes. On va regarder ici le moment. Le moment qui va être dimensionnant pour le calcul des armatures. On voit ici un moment de 285,75 kN/m. Ici sur l'enveloppe ELI. On va pouvoir essayer de comparer avec une formule à la main, de retrouver cette valeur de moment. Donc pour une poutre uniformément chargée sur une travée, la formule de moment, ça va être PL carré sur 8. On va donc essayer de retrouver la valeur de P, donc des charges uniformément réparties. Ça va forcément, donc ici, comme on s'en doute, être sur la combinaison la plus défavorable, la combinaison 2. Voilà, et ici, on voit les charges pondérées. Il va juste manquer la charge du poids propre qu'on peut afficher. Grâce au navigateur affiché ici, dans la catégorie charge, on peut activer le poids propre qui est masqué par défaut. Voilà, et là, on a toutes les charges qui sont prises en compte pour la combinaison 2. Donc pour calculer la valeur de charge P totale, on peut faire une formule. Pour cela, on va utiliser dans le menu affichage la console. Voilà, la console ici, elle s'est mise au-dessus du tableau en partie basse et on va pouvoir taper notre formule. Donc la valeur P, ça va être égal, et ici on peut faire l'addition de toutes les charges. Donc 7,875 plus 23,625 plus la charge de poids propre de 4,219. Si on fait entrer, on a une valeur de 35,719. Alors pour information, en fait, cette charge, on pourrait la retrouver directement grâce au navigateur résultat dans la catégorie distribution de charges. Ici, si j'active pour les éléments 1D les charges de force continue en direction PZ, on retrouve la valeur de 35,719. Ok, donc si je masque les charges, voilà, on a bien cette valeur de distribution pour connaître la charge totale P uniformément répartie sur la poutre. Ok, il manque pour la formule la valeur de L, donc ça on a vu que c'était 8 mètres, donc je peux l'indiquer ici. Et comme ça, je peux taper la formule MY est égal à P fois L au carré divisé par 8. Et ça nous donne bien une valeur de 285,75. Si je réaffiche le moment, on a bien cette valeur qu'on retrouve avec un calcul analytique avec le calcul ici dans RFM. Ok, donc ça c'était
une première vérification et maintenant on va regarder les armatures, on va fermer le tableau, la console, on va repasser dans le tableau. Vérification du béton, on va désactiver le ELS, comme je l'ai dit, on va regarder que le LU et on va lancer les résultats. Donc ici, il va calculer les combinaisons et après, il va calculer le module béton. Ok, on a ici le ratio qui visiblement ne passe pas à mi-travée sur le moment déterminant. Ok, on va regarder les armatures qui ont été calculées pour cette vérification. Donc, on peut aller dans le tableau armature sur les barres et on a plusieurs onglets. Les premiers onglets, c'est les armatures requises par position, par barre, par section, par matériau. Et celui qui va nous intéresser, c'est le cinquième, armature de barre. Ici, c'est un tableau récapitulatif qui nous donne les armatures qu'on a dans la barre. Donc, pour les cadres, par exemple, on voit que pour le diamètre 8 qu'on a défini, il nous a trouvé un espacement de 20 cm. Donc, toutes les valeurs en bleu, c'est des valeurs qui sont calculées automatiquement par le logiciel. Pour nos armatures inférieures, il nous a trouvé un diamètre de 20. Donc, c'était le diamètre maximal possible qu'on avait donné. Et ça nous donne 9,42 cm² d'armature. Donc, on va regarder par rapport aux armatures requises qu'a calculé le logiciel. Ça, on va pouvoir le regarder facilement dans le navigateur. Donc, on va désactiver les vérifications et on va regarder les armatures requises. Ici, c'est les armatures longitudinales et on va regarder les armatures requises inférieures. Voilà. On a ici une armature requise de 17,07 cm². Et si on regarde les armatures prévues, en même temps, on a 11 cm². Alors, on n'a pas 9,42 parce qu'en effet, les HA10 latéraux qu'on a mis vont participer en partie inférieure. Donc, on a 2 HA10, donc 1,57 cm² en plus qu'on ajoute au 9,42. Ça nous fait bien 11 cm². Donc, il va nous manquer la différence. Ça, on peut l'afficher très facilement avec les armatures non couvertes. Alors, je vais désactiver les autres. Voilà. Et si j'affiche l'armature non couverte inférieure, on a bien 6,07 cm² manquant. Donc, on va définir un deuxième lit d'armature pour ajouter ces 6,07. Donc, on double-clique sur la barre. On va dans les onglets armature longitudinale et pour attribuer les valeurs en bleu automatiquement, on peut cliquer ici pour assigner toutes les valeurs calculées automatiquement. Voilà, donc il nous met bien nos 3 HA20. On va définir donc un autre lit. On va cliquer ici sur le bouton avec l'étoile jaune. On va définir le type de disposition ligne. Ça permet de définir un lit indépendant. On va définir 3 barres. Et pour savoir le diamètre de barre, je peux renseigner ici l'aire d'armature directement. Je sais qu'il me manque 6,07 cm² et il m'indique qu'il faut du HA, un diamètre de 16,1. Donc, si on avait voulu prendre du HA16, ça n'aurait pas suffi. On va donc être obligé de définir un HA20 et le définir manuellement ici. OK. Au niveau de ce diamètre, on voit qu'il va s'appliquer ici sur la totalité de la barre. On peut demander au logiciel de nous calculer la bonne disposition d'épure de barre pour couvrir les armatures manquantes seulement à mi-travée. Donc dans ce cas-là, sur la position de la travée, on va demander à calculer automatiquement le début ainsi que la fin de position pour ce lit d'armature. Voilà, donc il va faire le calcul automatiquement. On peut juste lui indiquer de faire le calcul tous les 10 cm pour trouver la meilleure position. Voilà pour l'armature longitudinale. Avant de relancer le calcul, bien évidemment, on va également valider les armatures d'effort tranchant. Donc on clique ici pour assigner toutes les valeurs calculées automatiquement. Et on a bien notre espacement de 20 cm qui est attribué. Également, on peut ajouter maintenant les épingles. Les épingles sur les barres d'armature libre. Si j'active, voilà, vous voyez ici la disposition des épingles. Et on peut faire une désélection, par exemple, des épingles. Alors là, on va passer avec un diamètre de 8. Voilà. Et on peut faire la désactivation des épingles inutiles.
Voilà, par exemple, si je désactive ici, on voit en temps réel les armatures qu'on active et qu'on désactive. Très bien, on peut valider et relancer le calcul pour la vérification avec notre deuxième lit d'armature. Voilà. Cette fois-ci, on n'a plus d'armature non couverte sur le diagramme qu'on affichait. On a seulement une erreur sur l'espacement des barres d'armature sur le 8.2. Donc ça va être seulement entre le premier lit et le deuxième lit. On a un espacement insuffisant. On va pouvoir le modifier après. Par contre, si je regarde mes diagrammes d'armature requise et d'armature prévue, on voit bien que l'épure d'armature a bien été réalisée pour notre deuxième lit d'armature. Ok, on va donc double-cliquer sur notre barre pour valider ici la nouvelle disposition du deuxième lit d'armature qui commence à 1,3 m et qui finit à 6,7 m. Donc on peut cliquer sur assigner toutes les valeurs calculées automatiquement. OK. Et au niveau de l'espacement qui était problématique, on peut passer ici sur un décalage à 45. Voilà, on voit que ça va décaler notre lit un peu plus vers le haut. Et donc valider l'espacement entre les deux lits. On peut valider et relancer le calcul. Voilà, cette fois-ci, toutes les vérifications sont bonnes dans le tableau. Si on double-clique sur la première formule de vérification, on retrouve bien notre moment fléchissant déterminant de 285,75 pour la combinaison 2. Très bien. Voilà pour le premier exemple. On va passer à l'approche 2D sur un calcul de dalle. Alors, pour cela, on va directement ouvrir le modèle terminé. Puisque le principe de modélisation va être le même, on a utilisé un modèle type qui nous permet d'avoir une liste de matériaux, d'épaisseur et également un bloc ici d'une dalle avec 2 travées pour pouvoir définir automatiquement notre approche 2D. Et ça permet entre chaque modification de projet sur des cas d'études similaires d'avoir juste à modifier les paramètres via le bloc. Ici, si on regarde les données qui ont été définies, on peut regarder le cas de charge numéro 2. On a une charge d'exploitation de 1,5 kN par mètre carré appliquée sur une dalle et le deuxième cas sur une autre dalle. Au niveau de la dalle, des deux dalles, si on les sélectionne, on peut double-cliquer dessus et au niveau des armatures, on voit qu'on a défini une armature treillis ST50C. Là, pareil, grâce au modèle type, on peut avoir toute la liste de gamme d'armatures prédéfinie. Comme ça, on a juste à sélectionner dans la liste déroulante les bons treillis du ST15C jusqu'au ST65C. OK. Au niveau de la visibilité des armatures, ici c'est désactivé, mais si on retourne dans le navigateur affiché, on peut activer l'affichage des armatures. Voilà, donc ça c'est juste à titre informatif. Maintenant, si on affiche les résultats, on a ici les résultats de déformation sur notre dalle béton. On pourra regarder les efforts internes sur la surface, etc. Également les réactions d'appui. On va lancer la vérification du béton pour regarder les armatures. Voilà. Donc ici, les calculs d'armature qui sont donnés, si on se met en vue en -Z, on a les armatures requises supérieures dans la première direction, ici c'est indiqué par la flèche verte, dans la deuxième direction, et les armatures inférieures, première direction et deuxième direction. Donc voilà, juste simplement sur ce modèle 2D, c'est tout ce que l'on va regarder. On va juste imprimer cette cartographie sur les armatures pour pouvoir ensuite le comparer avec le modèle 3D. On va voir qu'on a des résultats identiques. Pour faire une impression, on peut cliquer ici, imprimer les graphiques en PDF. Et on va pouvoir faire une impression multiple. Alors ici, je vais désactiver la mise à jour de l'aperçu pour mettre à jour rapidement les paramètres d'image. Ici, on voit que j'ai pas forcément besoin d'afficher la direction de vue dans le nom. Pareil, le chargement, ça va pas être utile.
et on va activer l'impression multiple. En activant l'impression multiple, on a des onglets qui apparaissent en haut. Dans l'onglet modèle, on va désactiver. Pareil pour les charges, pareil pour les résultats. Il y a uniquement l'onglet module qui m'intéresse avec en direction "-z" comme j'étais tout à l'heure. Je vais demander à afficher uniquement les résultats d'armature. Et ici, je peux activer les différents résultats. On voit ici que le nombre d'images est à 0. Je peux activer un après l'autre les différentes images et on voit ici les images qui se mettent à jour. Voilà, j'ai bien 4 images au total. Si je reviens dans l'onglet général, je peux remettre d'autres paramètres à jour. Par exemple, je souhaite avoir 2 images par format A4. Je peux demander donc à ajuster la hauteur de l'image sur la moitié. Ça va me permettre d'avoir 2 images par page. Je peux demander à faire le remplissage de la fenêtre pour ne pas avoir trop d'espace entre l'image et les bords de ma page. Et également, au niveau de mon échelle de couleur, je peux demander à la mettre hors de l'image graphique. Ok, si j'active maintenant la mise à jour de l'aperçu, on va avoir toutes les modifications que je viens d'effectuer qui vont se mettre à jour pour voir si c'est bien la disposition d'impression que je souhaite. C'est bien le cas, j'ai bien mes 4 images avec mes armatures supérieures et inférieures, avec le nom comme je souhaite, l'échelle de couleur en dehors de l'image graphique, etc. Je valide. Ça me demande, avant d'imprimer en PDF, d'autres paramètres comme par exemple l'entête et le pied de page que je peux désactiver. Voilà. Et une fois que la mise à jour me convient, je peux cliquer sur OK. Je dois définir ici un nom pour mon fichier. Je peux choisir l'emplacement, enregistrer. Et il me propose d'ouvrir. Je peux le faire. Et on a ici le PDF qui s'ouvre. Je peux l'afficher voilà, ici. On va le garder sur le côté pour l'utiliser après dans la comparaison entre le modèle 2D et le modèle 3D. OK. On va justement passer au modèle 3D. On va créer un nouveau modèle. Ici, on va définir le nom du modèle, donc bâtiment en béton. Et comme pour les deux précédentes approches, on va utiliser un modèle type. Voilà, le modèle type bâtiment, ça me permet d'avoir pareil des modules directement activés, notamment le module béton et également le module modèle de bâtiment. Donc ça, c'est un module spécifique qui va être très utile pour l'approche 3D que l'on souhaite vous présenter. Dans l'onglet norme 1, on retrouve pareil l'Eurocode 2 avec l'annexe nationale française. Et on a également les options de barres représentatives qui sont activées. Ça va permettre de faciliter l'évaluation et la documentation des résultats puisque toutes les barres qui sont identiques vont être regroupées en une seule famille de barres et du coup, les efforts internes les plus déterminants seront appliqués aux objets similaires. On va valider ici les données de base et comme pour les premiers modèles types pour les modèles 1D et 2D, on a des matériaux qui sont prédéfinis, des sections et des épaisseurs. Également, puisqu'on a le module modèle de bâtiment, on a également la notion d'étage qui est prédéfinie et qu'on peut modifier en double-cliquant dessus. Voilà, ici le premier étage, on va définir sa hauteur à 2,50 m et les autres étages à 3,50 m. On peut demander à créer plusieurs étages. Il nous faut 5 étages. Voilà. Il suffit de cliquer sur les boutons en bas et on peut dupliquer les étages. Ici, le dernier étage, on va juste le mettre à 3 mètres. OK. Au niveau des modélisations de plancher, vous voyez que si je sélectionne les étages, on a une option par défaut de transfert de charge uniquement qui est sélectionné pour la modélisation des planchers. Ça veut dire que le plancher ne participe pas dans le calcul du modèle, il va juste transférer les charges. Si on choisit les deux petits traits, ça veut dire qu'on reste sur une modélisation 3D élément fini classique.
ce qui ne correspondra pas à l'approche 3D que l'on souhaite avoir pour retrouver des similitudes avec les approches 1D et 2D. On va utiliser, nous, l'approche avec un diaphragme semi-rigide. Ça va permettre d'avoir le transfert de charge qui va bien se faire sur les éléments 1D. Donc, on va pouvoir retrouver une charge uniformément répartie comme sur notre poutre que l'on a vu dans notre premier exemple. Et ça va nous permettre également de faire un calcul local des planchers en 2D. Donc, ça va permettre d'avoir une approche identique au modèle 2D de plancher que l'on a vu précédemment. Donc, voilà ici l'option qu'on peut choisir. OK. Et ensuite, on va passer à la modélisation du modèle. Donc, grâce au module modèle de bâtiment, on a un nouvel outil dans la barre d'outils ici qui permet de générer des poteaux, des voiles, des planchers pour tous les étages que l'on a définis. Ici, on va commencer avec des voiles, par exemple. Je peux cliquer sur l'option, je vais choisir mon épaisseur, ici de 20 cm. Je vais désactiver les propriétés de calcul. Ici, on ne va pas en avoir besoin pour la vérification des voiles, par exemple. OK. Et je peux sélectionner mes étages sur lesquels je souhaite modéliser tous les voiles. Ici, ce sera pour tous les étages. Et je peux commencer ma modélisation. Ici, j'ai juste à sélectionner graphiquement et vous voyez que la saisie se fait pour l'intégralité des étages. Ici, je vais faire des voiles en forme de U. OK. Et je peux faire un clic droit pour quitter. Et on voit bien ici la modélisation qui a été faite très facilement à l'aide de quelques clics. On voit ici les différents étages avec une masse qui est indiquée pour chaque étage. OK. On va passer à la modélisation des poteaux. Donc, on retourne dans cet outil pour sélectionner maintenant l'option poteau. On va sélectionner ici une section de 30 cm de côté. OK. Et on peut définir les armatures d'effort tranchant. Ici, avec un diamètre de 6, on peut demander à calculer automatiquement les espacements. Pareil avec les armatures longitudinales. Elles seront uniformément réparties avec 8 barres sur le pourtour de la section qu'on peut demander à déterminer le diamètre automatiquement. OK. Et on peut valider ici la position des poteaux. OK. On peut faire un clic droit pour arrêter. On voit ici au niveau des poteaux qu'on a des vignettes de couleurs. Ça correspond aux barres représentatives que je vous ai expliquées dans les données de base. Donc, lorsque je clique sur une vignette, ça me permet de sélectionner automatiquement toutes les barres qui sont identiques. Donc, on voit que pour l'étage de 2,50 m, on a seulement les deux premiers poteaux. Ensuite, pour les étages intermédiaires, ils sont tous sélectionnés ensemble et le dernier étage séparément. OK. On va définir les planchers. On n'a plus besoin de la grille de ligne. Je peux la désactiver et on peut sélectionner ici l'option plancher rectangulaire. OK, on va rester sur un plancher de 20 cm et on peut sélectionner la diagonale pour modéliser le plancher sur tous les étages. OK, on va maintenant modéliser les poutres. On sélectionne l'option poutre dans la barre d'outils. Ici, on va reprendre la même section de référence que le premier exemple, donc 25 cm par 50. OK. Et on peut définir les mêmes paramétrages d'armature que l'on a trouvé. Donc, c'était un diamètre 8, espacement 20 cm pour les cadres. Dans les armatures longitudinales, on était en disposition asymétrique avec 3 HA10 en haut, 3 HA20 en bas et 2 HA10 par face. OK. On valide et on peut modéliser les poutres ici. Voilà. Et à l'extrémité ici. OK. On peut faire un clic droit pour arrêter. Et ici, on voit la modélisation avec cette nouvelle vignette de couleur qui représente toutes les poutres qui ont la même section, la même longueur, etc. On peut double-cliquer dessus et vous allez voir qu'on a bien la modification des barres représentatives et donc on peut modifier les paramètres pour ces barres. Si on souhaite ajouter des options pour chacune des barres, on peut revenir cliquer ici sur la modification des barres elles-mêmes. Donc ici, si je modifie, je peux par exemple rajouter des articulations et des excentrements. Les deux options ici, on va les paramétrer. Donc, en ayant activé les options, j'ai deux onglets qui apparaissent. Dans l'onglet articulation, on va ajouter une articulation pour avoir les mêmes
condition que le calcul de la poutre selon l'approche 1D, donc en libérant la rotation autour de Y et Z. OK. Donc voilà pour les deux extrémités. Et pour l'excentrement, ici on va rajouter un nouvel excentrement de barre pour bien modéliser la poutre en retombée par rapport au plancher. OK. On valide. Et ici, dans la barre représentative, on peut modifier les armatures. Par exemple, pour les armatures d'effort tranchant, je peux rajouter les épingles, donc avec un diamètre de 8, et ajouter les armatures longitudinales. Voilà, on avait défini un lit d'armature en plus, donc c'était 3 HA20 avec un espacement de 45 par rapport au premier lit. Et ici, la position à 1,3 m au début et 6,7 m à la fin. Voilà, donc ça, vous pouvez le modifier et ça le modifie bien directement pour toutes les barres. Voilà. OK. Donc ça, c'était la première partie pour vous montrer la modélisation avec le module de modèle de bâtiment et surtout la définition des planchers en diaphragme semi-rigide. On va passer directement à la deuxième partie avec les résultats. Donc c'est le même modèle qui est complété avec les résultats, hein. Vous voyez les mêmes poutres. On va donc regarder les charges que l'on a définies comme pour le modèle 2D. On peut donc aller dans le cas de charge 2. On a bien l'exploitation de 1,5 kN par mètre carré sur une partie de la dalle et pour le cas de charge 3 sur l'autre partie. OK. Si on souhaite comparer avec l'approche 2D, on peut regarder au niveau de la définition des charges déjà. On peut faire un clic droit sur la surface. Alors, je vais zoomer un peu et on peut demander à afficher les charges de la surface de distribution. Voilà, vous voyez ici la répartition qui est faite sur les éléments 1D. Donc pour le cas de charge 3, le cas de charge 2 et le cas de charge 1. D'ailleurs, si on réduit un peu les charges, voilà, grâce à la définition du type de modèle semi-rigide, on a bien un transfert de charge qui est fait automatiquement sur les éléments 1D. Et vous voyez que pour le propre, on retrouve bien la valeur de 17,5 kN par mètre, donc 10 plus 7,5 sur l'élément 1D. Donc voilà, dans l'approche 1D, on est obligé de le définir manuellement. Là, on voit ici qu'on a bien un transfert de charge qui est fait automatiquement. Si on visualise uniquement nos planchers. Donc ça, je peux le faire avec le navigateur vue, surface par type de rigidité, plancher. Voilà, on peut toutes les sélectionner facilement. Et on voit qu'on a bien cette définition et le transfert de charge qui est activé. Donc dans l'onglet transfert de charge, on voit ici qu'on a plusieurs options pour répartir la direction du transfert selon l'axe X ou Y localement de la surface, ou les deux, avec par exemple ici une distribution uniforme qui a été choisie pour le faire facilement et pour vous montrer l'exemple dans le modèle 1D avec une charge uniforme. Également, pour information, dans l'armature de surface, on retrouve ici nos ST50C qu'on a définis comme pour le modèle 2D. Si on regarde maintenant les résultats de LU, on a ici les résultats de la vérification du béton, donc des armatures requises. Voilà, si on se met en vue dessus, on va pouvoir facilement comparer avec le PDF. On voit ici, alors je vais vous mettre en évidence les résultats. Voilà, armature requise. Voilà, on affiche bien les armatures supérieures dans la première direction. On voit ici 3,6 cm² par mètre. Si j'affiche avec voilà le PDF, on a bien aussi 3,6 pour ce graphique. Pour la deuxième direction, on a 2,53. Ici, je peux afficher la deuxième direction. On a bien également 2,53 avec le même graphique. Ensuite, pour les armatures inférieures, c'est 2,65 et 2,53 dans chaque direction. On a bien 2,65, voilà, avec ce graphique, et 2,53. Ici, on retrouve bien les mêmes valeurs avec la même cartographie de couleurs. Voilà, donc on a bien les mêmes résultats grâce à la modélisation de plancher semi-rigide qui permet de faire un calcul local en 2D. Je vous montrerai
dans la conclusion, dans quelques instants, plus de détails sur ce calcul local. Maintenant, comparaison avec l'approche 1D, on va regarder les barres représentatives, donc les poutres. On va sélectionner ici et demander à afficher le résultat sur les poutres. OK. Dans le tableau de vérification du béton, hop, on a le ratio de vérification sur les barres représentatives. Je peux double-cliquer dessus et on a déjà le même ratio et on retrouve le moment fléchissant de 285,75 kN. On voit ici qu'il s'agit de la combinaison 3. On peut regarder, vérifier ici sur la combinaison 3. Alors là, on a toutes les charges, analyse statique. On peut regarder les efforts internes MY et on a bien 285,75. Donc grâce au bon transfert de charge, on retrouve le moment similaire à une approche 1D. Voilà. Avant de conclure, un dernier avantage du module modèle de bâtiment qui est utilisé ici, c'est la possibilité de modéliser et de dimensionner les voiles de cisaillement. Alors, on les voit ici notamment dans le modèle, dans le chapitre modèle de bâtiment ici. Voiles de cisaillement, je vais les sélectionner pour faire une visibilité sur ces objets. Voilà. Il s'agit en fait des voiles que l'on a définies qui vont être générées automatiquement avec une poudre de résultat pour pouvoir les dimensionner avec les armatures correspondantes. Donc si je double-clique sur un des voiles, on voit ici les paramètres d'armature, d'effort tranchant, d'armature longitudinale qu'on peut définir. C'est le logiciel qui génère automatiquement une poutre résultant avec la section correspondante. On voit la section qui est définie ici et qui va intégrer les efforts internes de la surface dans les efforts internes de barre et qui permet après d'avoir une vérification dans le module vérification du béton. Si on regarde ces vérifications, on a dans l'onglet vérification du béton un tableau ratio de vérification sur les voiles de cisaillement, par exemple. Voilà, on voit ici, et pareil, graphiquement, on peut afficher sur les voiles de cisaillement, par exemple, l'état limite ultime. On retrouve ici les diagrammes. Si on affiche voilà, en couleur, on voit les diagrammes sur l'intégralité des étages. OK, voilà pour l'option supplémentaire. Maintenant, pour conclure sur la modélisation en 3D et d'avoir une approche similaire à un calcul 1D ou 2D, sur le 2D, l'importance de définir en diaphragme semi-rigide, c'est que ça permet dans l'analyse statique d'avoir un calcul 2D. Si je viens ici dans la combinaison 3, j'ai ici plusieurs analyses de résultats, notamment plancher, j'ai un calcul 2D. Si j'affiche les déformations, je retrouve les mêmes résultats que mon modèle 2D. En fait, chaque plancher va être extrait localement en 2D avec des conditions d'appui qui vont être similaires à des appuis linéiques. On voit ici que j'ai aucun déplacement sur les bords de mon plancher puisque j'ai la supposition d'un appui linéique sur le pourtour du plancher, ici sur le modèle. Donc ça permet d'avoir le même type de résultat. Et sur les éléments 1D, l'importance que l'on a vue, par exemple, par rapport à mon modèle 1D, c'est la définition des articulations pour avoir vraiment un moment comme je le souhaite. Également, au niveau du transfert de charge, on a vu voilà la définition du plancher semi-rigide qui permet d'avoir un transfert de charge uniformément réparti, par exemple. Et également, ce qui est important, ce que je n'ai pas indiqué, c'est dans Objets spéciaux, on a une modification de structure qui permet de ne pas prendre en compte la rigidité d'étal sur les poutres. En effet, dans cette modification, on voit qu'on a défini une rigidité sans membrane, ce qui permet d'avoir un comportement seulement en flexion de la poutre pour avoir des charges gravitaires correctement distribuées et la poutre qui travaille
comme une approche 1D. Donc voici pour cette petite option qui est importante pour la modélisation 3D, semblable à une approche 1D. Voilà pour cette dernière matinale. Je vous mets 2 derniers liens que vous pouvez consulter. Donc, c'est le manuel en ligne pour la vérification du béton, qui vous donnera des informations sur la définition des armatures, et sur le module modèle de bâtiment qui vous donnera des informations, notamment sur la modélisation des planchers en rigide, semi-rigide, transfert de charge uniquement, etc. N'hésitez pas à consulter notre site en ligne où vous retrouverez plusieurs services gratuits comme l'outil de géolocalisation, des FAQ, des articles techniques, également des modèles à télécharger. Sur notre chaîne YouTube, mais sur notre site internet, vous retrouverez également l'intégralité de nos matinales que l'on a réalisées ce dernier mois. Également la boutique en ligne pour avoir des informations sur nos modules et la version d'essai disponible à 90 jours. Merci d'avoir suivi cette matinale. N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone au numéro indiqué ici ou à l'adresse email pour des besoins d'informations complémentaires. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.